La pluie s'abattait sur la vitre blindée de la Maybach. Elle assourdissait le monde, mais ne faisait rien pour faire taire le passé. Declan était à 10 minutes de déposer une fiancée qu'il tolérait à peine. Il regardait sans expression les rues lisses de Chicago. Puis les lourds essuie-glaces ont balayé le pare-brise. Sur le trottoir, trempée et grelottante, se tenait la femme qui avait disparu il y a 3 ans. Ce n'était pas un fantôme, et elle n'était pas seule. Elle serrait les mains de 2 jeunes enfants. Des enfants avec exactement les mêmes yeux gris et froids que lui. L'intérieur de la Maybach sentait le cuir neuf et le parfum de Chloé. C'était une odeur florale étouffante, très prononcée en jasmin. Le genre de parfum qui coûte $3000 le flacon et qui vous prend à la gorge. Declan détestait ça. Il respirait par la bouche, regardant le flou du centre-ville de Chicago à travers la vitre teintée par balles. La pluie s'abattait en nappe diagonale sur les vitres. Les essuie-glaces bougeaient avec un bruit lourd et rythmé. « Vlan! Vlan! Ma mère pense que nous devrions prendre le lin crème pour les serviettes, » disait Chloé. Sa voix était un bourdonnement grave et constant que Declan avait appris à ignorer il y a des mois. Elle bougea à côté de lui. Le frottement de sa robe en soie était bruyant dans l'habitacle insonorisé. Elle tapota l'écran de son téléphone avec un ongle parfaitement manucuré. Je lui ai dit que le blanc pur faisait trop fête prénuptiale, mais elle refuse d'écouter. Declan, est-ce que tu m'écoutes au moins? Le crème c'est bien, dit-il. Sa voix était plate, rocailleuse. C'était le même ton qu'il utilisait pour autoriser une livraison d'armes volées ou approuver une saisie immobilière. C'était la voix d'un homme qui n'avait ressenti aucune émotion sincère depuis 36 mois. Ils étaient arrêtés à un feu rouge à l'intersection de State et Lake. La lueur néon d'une enseigne de pharmacie projetait une lumière rouge et crue sur l'asphalte mouillé. Les gens se dépêchaient de traverser le passage piéton. Ils baissaient la tête pour se protéger de la pluie glaciale d'octobre. Leurs parapluies s'entrechoquaient dans une cohue chaotique et misérable. Declan les observait avec le détachement morne d'un homme qui regarde des fourmis. Sa vie était planifiée, rigide, sûre. Le syndicat était stable, les rivalités étaient enterrées, la plupart du temps avec les rivaux. Et ce mariage avec Chloé était le dernier contrat stérile qui devait asseoir la légitimité de sa famille. C'était une fusion commerciale. Ils le savaient tous les deux. Elle obtenait la sécurité et la carte noire. Il obtenait les relations politiques de son père. Il n'y avait pas d'amour. L'amour était un handicap qu'il avait banni de sa poitrine il y a 3 ans. Vlan, Vlan. Les essuie-glaces ont dégagé la vitre. Declan cligna des yeux. Il arrêta de respirer. Le manque soudain d'oxygène était si intense que sa poitrine se contracta. Sur le trottoir d'en face, attendant le feu piéton, se tenait une femme. Elle portait une veste en toile vert olive délavée, les épaules assombries par la pluie. Ses cheveux bruns étaient plaqués sur ses joues, attachés en un chignon désordonné et négligé. Elle avait l'air épuisée. Ses épaules étaient voûtées contre le vent. C'était Nora. Le nom n'a pas seulement traversé son esprit. Il a frappé ses côtes comme un coup de masse. Nora, 3 ans, 36 mois de lit vide, à mettre la ville à sac, à menacer chaque contact, à brûler la moitié du South Side juste pour trouver une rumeur sur sa destination. Elle avait disparu la nuit où elle avait trouvé le coffre dans son bureau. Les registres, le téléphone prépayé ensanglanté, la réalité de ce que Declan faisait vraiment pour gagner sa vie. Il était rentré dans un appartement vide et un lit froid. Pas de mots, juste un vide. Et maintenant, elle était là, sur un passage piéton devant un maudit Walgreens. La main de Declan se crispa sur l'accoudoir en cuir. Sa mâchoire se serra si fort que ses dents grincèrent. Il se pencha en avant, pressant sa main contre la vitre froide. Elle paraissait plus mince, plus âgée. La fille vibrante et têtue qui volait ses sweats à capuche trop grands et se disputait avec lui pour des plats à emporter bon marché avait disparu. Elle était remplacée par une femme écrasée par la gravité et l'épuisement. Mais ce n'était pas l'épuisement qui fit refluer le sang de la tête de Declan. C'était ses mains. Sa main gauche serrait fermement le poignet d'un petit garçon en imperméable jaune vif. Sa main droite tenait la main d'une petite fille dans une doudoune rose. Des jumeaux. Le feu piéton passa au blanc. Nora descendit du trottoir, entraînant les enfants avec elle. Ils passèrent juste devant la Maybach. Declan était paralysé. La vitre teintée le cachait complètement, mais il n'était qu'à 2 mètres de distance. Le garçon trébucha sur le trottoir mouillé. Sa capuche jaune tomba en arrière. L'estomac de Declan se noua.
L'enfant avait une tignasse de cheveux bruns et rebelles. Mais c'est son visage qui coupa le souffle de Declan. La pente abrupte du front, les yeux durs, plats et gris. C'était un miroir, un minuscule miroir de 4 ans. Il traîne aussi pour le traiteur. Chloé soupira à côté de lui, totalement inconsciente du tremblement de terre qui se produisait sur le siège voisin. Je jure que si je dois les appeler encore une fois, le calcul se fit tout seul. 3 ans d'absence, 9 mois de grossesse. Les jumeaux semblaient avoir environ 2 ans et demi, peut-être 3. Elle était enceinte quand elle est partie. Une sueur froide et vicieuse perla sur la nuque de Declan. Son pouls, d'habitude un rythme lent et calculé, se transforma en un tambourinement frénétique et violent dans ses oreilles. Il avait des enfants. Il avait des enfants. Et elle les lui avait cachés dans la boue et la pluie, pendant qu'il passait 3 ans à s'enivrer jusqu'à l'inconscience dans un penthouse immaculé. Le feu passa au vert. Tommy, le chauffeur, relâcha doucement le frein. Le moteur ronronna. Arrêté. La voix de Declan était étranglée. Tommy jeta un coup d'œil confus dans le rétroviseur. « Patron, arrêtez la voiture !» rugit Declan. Le volume et la violence brute de sa voix firent sursauter violemment Chloé sur son siège. Tommy freina brusquement. Les lourds pneus dérapèrent de quelques centimètres sur la chaussée mouillée. Une voiture derrière eux klaxonna bruyamment. Nora et les jumeaux avaient atteint l'autre côté de la rue. Ils disparaissaient dans la foule de navetteurs misérables. Declan ne réfléchit pas. Le chef de la mafia, rationnel et calculateur, mourut sur cette banquette arrière. Il attrapa la poignée de la portière. « Declan, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Chloé, la voix stridente, agrippant sa robe de soie. « Nous sommes en plein milieu de la circulation. Ma mère nous attend au restaurant. » Il ne la regarda pas. Il ne la voyait même pas. « Va au restaurant, Chloé. Prends la voiture. Tu es fou? Tu sors ici sous cette pluie, Declan. » Il poussa la lourde portière. Le vacarme de la ville et la pluie glaciale s'engouffrèrent dans l'habitacle immaculé. L'odeur écœurante de jasmin fut instantanément submergée. Il sortit sous le déluge, claquant la portière derrière lui. Le froid le frappa comme un coup. En quelques secondes, son costume anthracite à 4 000 $ fut ruiné, lourd et collé à ses épaules. La pluie était glaciale, lui cinglant le visage, plaquant ses cheveux. Il l'ignora. Il ignora les klaxons, les jurons des chauffeurs de taxi et l'éclaboussure d'un bus qui le trempa jusqu'aux genoux. Ses yeux étaient rivés sur la veste en toile vert olive qui se faufilait dans la foule. Il la suivit. Il garda ses distances, retrouvant la furtivité prédatrice qu'il n'avait pas utilisée depuis ses jours d'exécuteur dans les rues. Ses bottes ne faisaient aucun bruit dans le vacarme de la tempête. La colère dans sa poitrine était une chose vivante, une étoile brûlante de rage et de trahison en pleine expansion. Elle les a pris, elle les a cachés. Mais sous la rage, il y avait une fissure terrifiante et fragile dans ses fondations. Il était père, ses petites jambes marchant dans des bottes de pluie. C'était son sang. Il regarda Nora se débattre. Le petit garçon au manteau jaune s'arrêta brusquement, refusant de marcher. Nora s'agenouilla sur le trottoir mouillé, indifférente aux gens qui la bousculaient. Declan s'arrêta sous l'auvent d'un magasin de chaussures fermé, observant à une dizaine de mètres. Il pouvait voir sa bouche bouger. Elle avait l'air désespérée, suppliante. Elle vérifia sa montre, un truc en plastique bon marché. Elle hissa le garçon sur sa hanche. Il paraissait lourd, et elle chancela légèrement sous son poids, attrapant de nouveau la main de la petite fille. L'épuisement dans la courbe de son dos fit mal à la mâchoire de Declan. Pourquoi vivait-elle comme ça? Il avait des millions. Il possédait des pâtés de maison entiers de cette ville. Et la mère de ses enfants portait un bambin sous une tempête, dans une veste aux poignets effilochés. La contradiction se tordit comme un couteau dans ses entrailles. Il voulait tuer quiconque la laissait vivre ainsi, jusqu'à ce que la terrible prise de conscience le frappe. Elle a choisi ça plutôt que toi. Elle tourna dans une ruelle étroite. Les néons laissaient place à des lampadaires vacillants et des bennes à ordures rouillées. Declan la suivit. Ses mains se serrèrent en poing dans ses poches trempées. Ils s'arrêtèrent devant un restaurant étroit et miteux, coincé entre un prêteur sur gage et une laverie fermée. L'enseigne au-dessus indiquait Pete's Grill en lettres néon grésillantes et à moitié éteintes. Les fenêtres étaient embuées de l'intérieur, grasses et couvertes de condensation. Nora poussa la lourde porte vitrée, faisant entrer les enfants. Declan se tenait de l'autre côté de la rue. La pluie gouttait de son nez et de son menton. Il ne sentait pas le froid glacial. Son sang bouillait.
Il traversa la rue lentement, délibérément, s'arrêtant juste devant la fenêtre. Il essuya un cercle dans la condensation avec sa main nue. Le restaurant était entièrement vide, à l'exception d'un type en casquette de camionneur dormant au comptoir, et d'une serveuse en tablier taché, fumant une cigarette près de la caisse. Nora se glissait dans une banquette en vinyle rouge craquelé près du fond. Elle enleva l'imperméable jaune du garçon, puis le rose de la fille. En dessous, les enfants portaient des pulls d'occasion délavés. Nora regarda un menu plastifié, le front plissé. Elle ouvrit un petit portefeuille en cuir usé. Declan observa ses doigts compter quelques billets froissés. Elle ferma les yeux une brève seconde, une micro-expression de pure défaite. Puis elle afficha de nouveau un sourire et montra quelque chose sur le menu aux enfants. Elle comptait ses sous. Ses enfants mangeaient dans un restaurant miteux, et elle comptait ses sous. Declan ne pouvait plus respirer. L'air dans ses poumons semblait être du verre brisé. Il avait passé la matinée à négocier un permis de casino à 6 millions de dollars, et Nora essayait de savoir si elle pouvait se permettre une portion de frites. Il recula de la fenêtre. Sa main se posa sur la lourde poignée en laiton de la porte du restaurant. Il n'avait pas son arme sur lui. Il avait laissé le Glock dans le coffre de la voiture, car il devait dîner avec un sénateur. Peu importait. La violence qui émanait de lui était une arme suffisante. Il poussa la porte. La cloche au-dessus de la porte émit un tintement pathétique et métallique. L'odeur le frappa en premier. Graisse de friture rance, café brûlé et javel bon marché. Le bruit de la tempête fut brusquement coupé lorsque la porte se referma derrière lui. La serveuse ne leva même pas les yeux de son téléphone. Declan n'hésita pas. Il descendit l'étroite allée entre les banquettes. Ses bottes en cuir faisaient un léger bruit de succion, laissant tomber de l'eau de pluie sur le linoléum sale. Nora lui tournait le dos. Elle était penchée sur la table, utilisant une serviette en papier rugueuse pour essuyer quelque chose sur le visage du petit garçon. « Tiens-toi tranquille, Léo », murmurait-elle. Sa voix était exactement la même, légèrement rauque, entièrement chaleureuse. Elle envoya une onde de choc électrique le long de la colonne vertébrale de Declan. « Léo ». Le garçon s'appelait Léo. « Mais je veux le ketchup maintenant », geignit Léo, en repoussant sa main. La petite fille assise à côté de lui organisait soigneusement des sachets de sucre en une tour de travers. Declan s'arrêta au bord de leur banquette. Il se tenait là, une silhouette imposante dans un costume ruiné et dégoulinant, bloquant la lumière crue du néon au plafond. Une ombre tomba sur la table. Nora s'arrêta. Elle ne leva pas les yeux immédiatement. « Monsieur, vous bloquez là !» Elle tourna la tête. La serviette en papier glissa de ses doigts et tomba sur la table collante. Chaque goutte de sang quitta le visage de Nora, laissant sa peau d'une blancheur saisissante et terrifiante. Ses yeux s'écarquillèrent, ses pupilles se contractant jusqu'à n'être que des pointes d'épingle. Pendant 5 secondes angoissantes, aucun d'eux ne respira. Le silence était absolu, plus lourd que du béton. Declan la regarda de haut. Il voulait crier. Il voulait renverser la table. Il voulait l'arracher de là, l'envelopper dans une couverture et incendier la ville. Il ressentit un mélange écœurant de soulagement profond et de colère violente et dévorante. « Nora », dit-il. Sa voix était un râle, un son bas qui portait le poids d'une arme chargée. Elle tressaillit, physiquement, se recroquevillant contre le vinyle rouge. Elle jeta instinctivement un bras en avant, une barrière protectrice sur la poitrine du garçon, Léo. Ce petit mouvement, ce réflexe maternel défensif, brisa quelque chose au plus profond de Declan. Elle pensait qu'il était une menace pour eux. « Maman ?» demanda la petite fille, sa voix aiguë et fluette. Elle regarda Declan. Elle avait les cils sombres et épais de Nora, mais ses yeux étaient ceux de Declan. « C'est qui le monsieur qui fait peur ?» La gorge de Declan se serra. Il regarda la fille. La réalité terrifiante de son existence l'ancra au sol. « Je ne suis pas un monsieur qui fait peur », réussit-il à dire. Pourtant, il savait qu'il ressemblait à un cauchemar, trempé, la mâchoire rigide, les yeux sombres et creux. Nora retrouva sa voix. Elle tremblait, fragile comme du verre. « Ne les regarde pas, Declan. Regarde-moi. » Il reporta son regard sur elle. « Je te regarde, assise dans un boui-boui, à compter des billets d'$1, pendant que tu me caches mon propre sang. Ils ne sont pas à toi, mentit-elle instantanément, désespérément. Declan laissa échapper un ricanement rauque et brisé. « N'insulte pas mon intelligence, Nora. »
Le garçon a ma mâchoire. Il a mes yeux. Il se pencha, posant une grande main glissante de pluie sur le bord de la table. Le vinyle gémit sous son poids. Tu pensais honnêtement que je ne ferais pas le calcul? 3 ans. Nora déglutit difficilement. Sa poitrine se soulevait. Elle regarda autour d'elle comme un animal piégé, jaugeant la distance jusqu'à la porte. On s'en va, dit-elle, sa voix tombant à un murmure frénétique. Elle attrapa la veste de Léo. Les enfants, mettez vos manteaux, maintenant. Assieds-toi, dit Declan. Ce n'était pas un cri. C'était un ordre, donné avec l'autorité calme et absolue, qui commandait des centaines d'hommes violents. Nora se figea. Elle connaissait ce ton. C'était le ton qu'il utilisait juste avant que quelqu'un ne soit blessé. « S'il te plaît », murmura-t-elle, une larme s'échappant enfin et traçant un sillon dans l'eau de pluie sur sa joue. « Declan, s'il te plaît, je voulais juste qu'il soit en sécurité. Je sais qui tu es, je sais ce que tu fais. Je ne pouvais pas les laisser grandir dans ce monde. Alors, tu as choisi ça ?» Declan fit un geste violent vers les murs écaillés, le sol sale, la pauvreté, la fuite. « Tu as volé mes enfants, Nora. Tu as volé 3 ans de ma vie. J'ai sauvé leur vie, » siffla-t-elle en retour, une colère soudaine et féroce perçant sa peur. « Tu crois que ton argent te met en sécurité. Tes ennemis se fichent de ton argent, Declan. Ils les auraient utilisés. Ils m'auraient utilisé pour t'atteindre. » Il voulait argumenter. Il voulait lui dire qu'elle avait tort. Mais il se souvint du téléphone prépayé, du sang sur ses mains la nuit où elle était partie. Elle n'avait pas entièrement tort, mais elle n'avait pas raison non plus. Elle n'avait pas le droit de jouer à Dieu avec sa famille. Declan se glissa dans la banquette en face d'elle, forçant sa grande carcasse dans l'espace exigu. La petite fille, qui n'avait toujours pas de nom pour lui, le fixait avec de grands yeux prudents. « Salut !» dit-il à la fille, forçant le gravier hors de sa voix, essayant d'adoucir les traits durs de son visage. Cela semblait contre nature. La fille cligna des yeux. « Vous êtes un policier? Vous êtes tout mouillé. »« Maya, ne lui parle pas, » dit rapidement Nora, retirant la main de la fille du centre de la table. Maya et Léo. Declan regarda Nora. L'épuisement sur son visage était une carte de chaque lutte qu'elle avait endurée ces 3 dernières années. La colère en lui commença lentement à se déformer, se tordant en un chagrin profond et angoissant. « J'ai passé 1 an à te chercher, » dit Declan, sa voix tombant à un murmure rauque pour que les enfants n'entendent pas. « J'ai mis Chicago à sac. Je te croyais morte. »« Je devais l'être, » murmura-t-elle en retour, regardant ses mains usées. Pour eux. La serveuse arriva enfin, en mâchant son chewing-gum. « Qu'est-ce que je vous sers? Vous allez commander ou juste goûter partout sur le sol, mon pote ?» Declan sortit lentement son portefeuille de sa veste trempée. Il en sortit un billet de $100 mouillé et le posa sur la table. « Apportez une cafetière de café noir et tout ce que les enfants voudront. Gardez la monnaie. » Les yeux de la serveuse s'écarquillèrent. Elle attrapa le billet mouillé et s'éloigna précipitamment. Declan s'adossa au vinyle. Il était gelé, trempé et censé être dans un restaurant 5 étoiles à planifier un faux mariage. Au lieu de ça, il était assis dans un restaurant pourri, regardant les 2 fantômes qui venaient de démanteler son univers entier d'un seul regard. « Nous devons parler, Nora, » dit Declan doucement, « parce que tu ne me les enlèveras plus jamais. Ni ce soir, ni jamais. » Le menton de Nora trembla. Elle regarda ses enfants, puis lui, l'ancienne défiance brillant dans ses yeux fatigués. « Tu ne nous possèdes pas, Declan. »« Peut-être pas, » dit-il en soutenant son regard. « Mais je ne quitte pas cette banquette sans vous. » La serveuse revint avec une tasse en céramique ébréchée et un panier en plastique de frites tapissé de papier ciré. Elle les jeta sur la table. Le café sentait les pièces de monnaie brûlées et la vieille cendre. Declan n'y toucha pas. Léo se jeta immédiatement sur les frites. Ses petits doigts pâles saisirent une frite grasse, l'enfournant dans sa bouche avec une faim frénétique et désordonnée qui serra la poitrine de Declan. Maya était plus prudente. Elle prit une seule frite, examina les cristaux de sel dessus et prit une petite bouchée. Nora restait parfaitement immobile. Ses cheveux mouillés gouttaient sur le col de sa veste olive. La toile était trempée, d'un vert foncé et lourd, sentant la laine humide et les gaz d'échappement. Elle ne mangeait pas. Elle observait Declan, avec le regard hyper vigilant d'un animal des rues acculé. « Où est-ce que tu vis ?» demanda Declan. Le gravier dans sa voix avait disparu, remplacé par un calme terrifiant et absolu.
Rogers Park. Elle mentit. Son pouls battait frénétiquement contre la peau fine de sa gorge. Essaie encore. Ça n'a pas d'importance, lança-t-elle en gardant la voix basse. Elle jeta un œil à la porte. On prend le bus. On part dès qu'ils ont fini de manger. Declan regarda la fenêtre. La pluie tombait maintenant en nappes obliques, faisant vibrer la fine vitre du restaurant. Les lampadaires vacillaient, menant une bataille perdue d'avance contre la tempête d'octobre. Il regarda de nouveau ses poignets effilochés et les bottes de pluie bon marché et éraflées que portaient les enfants. « Tu n'emmèneras pas mes enfants dans un bus de ville sous un déluge glacial, » dit Declan. « Tommy est garé à 3 rues d'ici. Il amène la voiture. » « Non. » Les mains de Nora s'aplatirent sur la table. « Je ne monterai pas dans une voiture avec tes hommes. Je sais comment ça marche, Declan. Je monte dans cette voiture et je ne quitte plus jamais la forteresse dans laquelle tu m'enfermes. Si je voulais t'enfermer, tu serais déjà dans le coffre, déclara-t-il, sans aucune inflexion. Ce n'était pas une menace. C'était un fait simple et brutal. Je vous propose de vous conduire dans une planque. Pas au QG, pas chez moi, une propriété neutre dans la Gold Coast. Des lits chauds, des vêtements secs, de la nourriture qui ne sort pas d'une friteuse vieille de 10 ans. Je ne veux pas de ton argent. Il ne s'agit plus de ce que tu veux, Nora. Il se pencha en avant, ignorant son tressaillement. Il baissa la voix jusqu'à un murmure grave, destiné à elle seule. Tu as pris les décisions pendant 3 ans. Regarde-les. Regarde-le. Il fit un signe de tête vers Léo, qui grattait les derniers morceaux de sel du papier ciré. Il est affamé. Ils sont gelés. Ta fierté va leur donner une pneumonie. Maintenant, tu peux sortir par cette porte et je te suivrai. À pied, dans le bus, dans les escaliers jusqu'à l'appartement infesté de cafards que tu loues. Ou tu peux monter dans cette foutue Maybach. La gorge de Nora se contracta, tandis qu'elle déglutissait. Elle ferma les yeux. Le combat l'abandonna, ne laissant que la coquille vide de l'épuisement maternel. Elle le détestait à cet instant. Elle détestait le fait qu'il ait raison. Declan plongea la main dans sa veste trempée, sortit son téléphone et tapa une seule lettre à Tommy. Ici. 2 minutes plus tard, la bête noire et élégante de la Maybach attendait au bord du trottoir. Ses phares perçaient les nappes de pluie grise. Nora amitoufla de nouveau les enfants dans leurs manteaux humides. Ses mains tremblaient. Declan se leva, son costume ruiné, goûtant sur le linoléum. Il ne proposa pas de l'aider avec les manteaux. Il savait qu'elle rejetterait son contact. Au lieu de ça, il se dirigea vers la porte et la poussa, la maintenant contre le vent mordant. Ils sortirent dans la tempête. Tommy tenait la portière arrière ouverte, avec un énorme parapluie noir. Il aperçut Nora et son visage blêmi. Il baissa les yeux vers les 2 bambins. Tommy était un exécuteur endurci, qui avait enterré des corps pour Declan. Mais à cet instant, sa mâchoire pendait. « Montez !» ordonna Declan par-dessus le rugissement de la pluie. Nora fit entrer les jumeaux sur la banquette arrière caverneuse. Declan monta après eux, refermant la lourde portière. La transition fut brutale, passant du vent hurlant et de la pluie glaciale à un silence absolu et climatisé. L'habitacle sentait encore Chloé. Nora le remarqua instantanément. Elle se figea au milieu de l'attachage de la ceinture de Léo. Son nez se plissa, reconnaissant les notes vives et chères de jasmin et d'ambre. Ce n'était pas une odeur qui appartenait à Declan. Elle appartenait à une femme. Elle finit de boucler la ceinture et s'installa sur le siège en cuir, serrant Maya contre elle. Elle regarda par la fenêtre, la mâchoire serrée. Declan s'assit du côté opposé, aussi loin que le permettait l'habitacle spacieux. Il était lui aussi intensément conscient de l'odeur. Plus tôt, elle était juste agaçante. Maintenant, elle ressemblait à une trahison. « On va où, patron ?» demanda Tommy, la voix rauque, ses yeux balayant le rétroviseur. « La maison d'Astor Street » dit Declan. Tommy hocha la tête et passa la première. Le trajet fut une agonie. Les sièges en cuir chauffant commencèrent à sécher l'humidité de leurs vêtements. La voiture se remplit d'une odeur de laine mouillée, de pluie et de ce jasmin étouffant. Léo donnait des coups de pied avec ses bottes contre le dossier du siège passager. Boum, boum. « Léo, arrête !» murmura Nora en attrapant sa cheville. « Ce n'est pas grave, » dit Declan immédiatement. « Si, c'est grave. Il met de la boue sur le cuir. Je me fiche du cuir. » Les yeux de Declan rencontrèrent les siens dans la faible lumière de l'habitacle. « Je peux acheter 1000 voitures. Laisse-le faire. » Nora détourna le regard, ses mains se crispant en poing sur ses genoux. Maya jeta un coup d'œil par-dessus le bras de Nora.
Elle étudia Declan. Ses yeux gris, ses yeux à lui, étaient vifs et analytiques. « Tu es un papa ?» demanda-t-elle. Sa voix était à peine un murmure, mais elle résonnait dans la voiture silencieuse. Le mot frappa Declan comme une balle à pointe creuse. Il lui transperça la poitrine, se logeant près de sa colonne vertébrale, irradiant une douleur brûlante et paralysante. Il avait commandé des salles remplies d'hommes armés. Il avait ordonné des exécutions. Il n'avait jamais été terrifié de sa vie, jusqu'à ce que cette fillette de 3 ans lui pose une question. Il avala le nœud de sable dans sa gorge. Il regarda Nora. Elle fixait droit devant elle, raide comme une planche. « Ouais » dit Declan, sa voix se brisant légèrement. Il s'éclaircit la gorge, forçant un ton stable. « Ouais, je le suis. » Maya sembla accepter cela. Elle appuya sa tête contre les côtes de Nora et ferma les yeux. En quelques minutes, le rythme de la voiture et la chaleur du chauffage entraînèrent les 2 jumeaux dans un sommeil épuisé. Declan était assis dans l'ombre, les regardant respirer. Le soulèvement et l'abaissement synchronisés de leur petite poitrine. Il réalisa, avec un nœud à l'estomac, qu'il réduirait le monde entier en cendres pour les garder en vie. La maison d'Astor Street était une maison fantôme. Declan l'utilisait exclusivement pour des réunions dont il ne voulait pas que le syndicat soit au courant. Elle appartenait techniquement à une société écran, totalement hors des registres. Tommy entra dans le garage privé. La lourde porte d'acier se referma derrière eux, les scellant dans une boîte de béton stérile éclairée par des néons crus. Le moteur se coupa. Le silence revint en force. « J'attendrai dans la voiture, patron », dit Tommy doucement. Il savait qu'il ne fallait pas s'immiscer dans cette situation explosive. Declan détacha sa ceinture. Il ouvrit sa portière et fit le tour du côté de Nora, l'ouvrant à son tour. Elle était déjà en train de détacher Léo. Mais le garçon était un poids mort, complètement mou de sommeil. Elle luttait, les bras tremblants de froid et de la chute d'adrénaline. « Laisse-moi faire, » dit Declan. « C'est bon, je l'ai, » siffla-t-elle, essayant de prendre le garçon dans ses bras. « Nora, laisse-moi faire. » Il ne demanda pas cette fois. Il se pencha, ses grandes mains glissant sous les aisselles du garçon. Nora lâcha prise, reculant comme si elle s'était brûlée. Declan souleva son fils. Le poids du garçon était stupéfiant, non pas en kilos, mais en gravité. La tête de Léo tomba en avant, reposant sur l'épaule mouillée de Declan. L'enfant sentait la graisse de restaurant bon marché et le shampoing pour bébé. La grande main balafrée de Declan soutenait le dos du garçon. Ses doigts couvraient presque toute la largeur des petites côtes de Léo. Il le tenait maladroitement, terrifié à l'idée de le briser, mais le serrant avec une possessivité désespérée et primale. Nora prit Maya, son visage un masque indéchiffrable, et suivit Declan jusqu'à l'ascenseur privé. Il composa le code. Les portes s'ouvrirent sur le 3e étage. L'appartement était immense, minimaliste et complètement dépourvu de vie. Parquet, murs gris, meubles recouverts de drap blanc. L'air était vicié, sentant la cire et l'abandon. La chambre est au fond du couloir. Sur la gauche, dit Declan, gardant la voix basse pour ne pas réveiller le garçon. Nora passa devant lui, ses bottes grinçant légèrement sur le bois. Elle trouva la chambre. Elle était immense, dominée par un très grand lit avec une lourde couette. Elle déposa doucement Maya d'un côté, lui retirant ses bottes et sa veste humide. Declan s'approcha lentement du lit. Il se tint au-dessus, regardant les draps blancs. Il déposa Léo à côté de sa sœur. Il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas s'il devait enlever les chaussures des enfants. Il se contenta de remonter la couette sur eux deux. Il resta là un long moment, les regardant dormir. Il sentait sa poitrine s'effondrer. « Ils dorment à travers n'importe quoi », murmura Nora depuis l'embrasure de la porte. Declan se tourna. Elle se tenait là, les bras croisés fermement sur sa poitrine, se protégeant. « Viens dans la cuisine », dit-il. Il ouvrit la marche. La cuisine était en marbre froid et en acier inoxydable. Declan ouvrit un placard, écarta une pile d'assiettes inutilisées et trouva une bouteille de Macallan 18 ans. Il ne s'embêta pas avec un verre. Il dévissa le bouchon, porta la bouteille à ses lèvres et prit une longue gorgée brûlante. L'alcool lui brûla la gorge, tranchant l'humidité glaciale qui s'était infiltrée dans ses os. Il lui tendit la bouteille. Nora la fixa, puis secoua la tête. « J'ai besoin de garder l'esprit clair. » Declan posa la bouteille sur l'îlot en marbre avec un bruit sec. « Tu penses que je vais te faire du mal ?»
Je pense que tu es imprévisible quand tu es en colère. Contra-t-elle, la voix stable, mais ses yeux se posant sur ses mains. Et en ce moment, tu es plus en colère que je ne t'ai jamais vu. J'ai toutes les raisons de l'être. Il appuya ses paumes sur le marbre froid, laissant pendre sa tête entre ses épaules. La veste de costume ruinée pesait comme du plomb. 3 ans, Nora. Tu m'as laissé croire que tu étais morte. Tu m'as laissé enterrer un cercueil vide dans ma tête. Pourquoi? À cause de ce que j'ai trouvé dans ton bureau, lança-t-elle, le barrage cédant enfin. Elle fit un pas vers lui, sa voix un murmure rauque et brutal. Les registres, Declan. Le téléphone prépayé. Les textos sur les docks. Tu m'as dit que tu étais dans l'immobilier. Tu m'as dit que les clubs n'étaient que des investissements. J'ai découvert que l'homme avec qui je couchais, l'homme que j'aimais, ordonnait qu'on enterre des gens. Je t'ai tenu à l'écart de ça, dit-il, sa voix un grognement sourd. Je t'ai gardée innocente. Tu m'as menti. Une larme coula sur sa joue, mais elle l'essuya furieusement. Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte de jumeaux. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Les élever dans ce penthouse? Les laisser grandir en pensant qu'il est normal que leur père rentre à la maison avec le sang de quelqu'un d'autre sur ses chaussures? Les laisser devenir des cibles pour les Russes, pour les fédéraux? C'est mon sang, rugit Declan, frappant du poing sur le marbre. Le son résonna comme un coup de feu dans l'appartement vide. Nora ne tressaillit pas cette fois. Elle tint bon, les yeux flamboyants. Et c'est exactement pour ça que je me suis enfui. Parce que ton sang est une condamnation à mort, Declan. Le syndicat ne laisse personne partir. S'il savait que tu avais des héritiers, il les utiliserait contre toi. Ou pire, il les préparerait à prendre ta place. Je préférerais nettoyer des toilettes et vivre dans un studio plutôt que de voir mon fils devenir un monstre. Le mot resta en suspens dans l'air. Monstre. Declan se redressa lentement. La colère le quitta, laissant une boue froide et toxique de réalité. Elle avait raison. C'était la partie la plus angoissante. Tout ce qu'elle disait était une vérité indéniable de son monde. Il regarda ses mains. Les jointures étaient marquées par des combats à main nue d'il y a 10 ans. Il y avait une cicatrice pâle et estompée sur le dos de sa main gauche, souvenir d'un combat au couteau dans une ruelle quand il avait 19 ans. Ce n'étaient pas des mains qui construisaient, c'étaient des mains qui détruisaient. « Tu aurais dû me le dire, » dit-il, sa voix dépouillée de toute sa puissance. « Tu aurais dû me donner le choix. Serais-tu parti ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Aurais-tu quitté la famille, quitté le pouvoir? Pour moi ?» Declan ouvrit la bouche pour répondre, mais le silence s'étira. Il y a 3 ans. Non, il ne l'aurait pas fait. Il était trop profondément enraciné, trop avide de sécuriser son trône. Il ne serait pas parti. Nora vit l'hésitation. Elle laissa échapper un rire creux et brisé. C'est bien ce que je pensais. Le silence dans la cuisine fut rompu par un bourdonnement électronique aigu. Ce n'était pas le téléphone principal de Declan. C'était le téléphone prépayé dans la poche intérieure de sa veste, celui réservé au syndicat et à Chloé. Il le sortit. L'écran brillait crûment dans la cuisine sombre. Chloé portable. Nora vit le nom s'illuminer sur l'écran. Elle ne voulait pas regarder, mais elle le fit. Elle vit le nom et sentit l'odeur fantôme de jasmin dans l'air. Declan fixa l'écran. La réalité de sa vie actuelle, la vie qu'il avait construite après le départ de Nora, entrait violemment en collision avec les fantômes de son passé. Il coupa la sonnerie, mais le téléphone continua de vibrer contre sa paume. « Réponds », dit Nora. Sa voix était plate, dépourvue du feu de l'instant d'avant. « Ce n'est rien », dit Declan, faisant mine de remettre le téléphone dans sa poche. « Ne me mens plus, Declan », l'avertit-elle, reculant, mettant une distance physique entre eux. « J'ai senti son odeur dans ta voiture, un parfum de femme, et une femme t'appelle frénétiquement à. » Elle jeta un œil à l'horloge du micro-ondes. 9 heures du soir. Qui est Chloé? Declan serra les dents. Il n'y avait pas de moyen facile de faire ça. Il ne pouvait pas mentir, plus maintenant. C'est un arrangement commercial. Les yeux de Nora se plissèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous fusionnons les relations politiques de son père avec les ressources de ma famille. C'est une alliance stratégique. Tu couches avec elle? La question lui échappa avant que Nora ne puisse l'arrêter. La crudité de la question les surprit tous les deux. Elle s'était enfuie, elle avait caché ses enfants, elle avait renoncé à son droit de s'en soucier. Mais l'idée de lui dans ce lit avec quelqu'un d'autre était comme avaler une lame de rasoir. « Non », dit Declan immédiatement, fermement. « Non, je ne l'ai pas fait. Alors qu'est-ce qu'elle est?
Declan la regarda droit dans les yeux. Ma fiancée. Nora chancela physiquement. Le mot la frappa plus fort que n'importe quel cri. Fiancée? Il allait se marier. Il était passé à autre chose. Pendant qu'elle raclait les fonds de tiroir pour acheter du lait, il mettait un diamant au doigt d'une autre femme. Elle laissa échapper un souffle tremblant, hochant lentement la tête, les yeux baissés vers le sol. « Je vois, bien sûr. Tu as une vie. C'est un contrat, Nora, » dit Declan en faisant un pas vers elle. La panique montait dans sa poitrine. Il ne supportait pas l'expression de défaite totale sur son visage. « C'est du papier. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que tu vas te marier, » murmura-t-elle en reculant de nouveau. « Ça veut dire que tu as une femme qui t'attend. Et nous sommes une complication. » Le téléphone se remit à vibrer. Declan regarda l'appareil dans sa main. Il ressentit une envie soudaine et violente de le fracasser contre le comptoir en marbre. Au lieu de ça, il glissa pour accepter l'appel et le mit sur haut-parleur, le posant sur l'îlot. « Declan !» La voix de Chloé hurla à travers le petit haut-parleur, stridente et frénétique. « Où diable es-tu » ? « Ma mère est assise au Bernardin depuis 2 heures. Tu m'as abandonné dans la circulation pour courir après une traînée et tu n'as même pas la décence de répondre à ton téléphone. » Nora tressaillit au mot « une traînée ». Elle baissa les yeux sur ses vêtements délavés. Declan fixa le téléphone. « Chloé, dit-il, sa voix tombant à un registre dangereux et glacial. « Tais-toi. »« Pardon » ricana-t-elle. « Tu ne me parles pas comme ça. Ton père est un politicien acheté et payé qui travaille pour moi. » L'interrompit Declan, le gravier de retour dans sa gorge. Le dîner est annulé. Le mariage est annulé. Un silence vibra à travers le haut-parleur. Même Nora leva les yeux, le choc se lisant sur son visage. « Quoi » souffla Chloé, l'arrogance quittant sa voix, remplacée par une véritable confusion. « Declan, tu ne peux pas être sérieux. Nous avons le communiqué de presse qui sort lundi. »« La fusion est morte, » dit Declan calmement. Il n'agissait pas sur un coup de tête. Il coupait chirurgicalement un lien. Il ne pouvait pas protéger Nora et les jumeaux s'il était lié à un mariage public très médiatisé. Cela mettrait un projecteur directement sur lui. « Dis à ton père qu'il garde son siège actuel, mais la course au poste de gouverneur est terminée. Je retire le financement. S'il proteste, je sors les photos de lui à Boca. »« Tu es fou ?» siffla Chloé, la panique s'installant. « Pourquoi ? À cause de la personne que tu as vue dans la rue. Qui est-elle, Declan ? » « N'y recontacte plus jamais ce numéro, » dit Declan. Il n'attendit pas de réponse. Il prit le téléphone, écrasa le boîtier en plastique dans sa poigne massive, jusqu'à ce que l'écran se fissure, et jeta l'appareil cassé dans l'évier en acier inoxydable. Il se retourna vers Nora. Elle le fixait, la bouche légèrement entr'ouverte. « Tu viens de faire exploser une alliance politique. Comme ça ? Je me fiche de la politique, » dit Declan, contournant l'îlot jusqu'à se tenir à quelques centimètres d'elle. Il la regarda de haut, ses yeux gris intenses, scrutant son visage fatigué. « Je me soucie de ce qui dort dans l'autre pièce. Je me soucie du fait que mon fils porte des pulls d'occasion et que ma fille pense que je suis un monsieur qui fait peur. » Nora leva les yeux vers lui. L'odeur de la pluie et du whisky sur son haleine était enivrante, un mélange chaotique du danger qu'elle avait fui et de l'homme qu'elle avait aimé. « Tu ne peux pas simplement annuler ta vie, Declan. Le syndicat ne te laissera pas abandonner un accord comme ça. »« Qu'ils essaient de m'arrêter, » dit-il doucement. Il tendit la main. C'était un mouvement lent et délibéré. Il ne l'attrapa pas. Il leva simplement la main et écarta une mèche de cheveux bruns et humides de sa joue. Ses jointures effleurèrent sa peau froide. Nora frissonna. Elle voulait reculer, mais son corps la trahit, se penchant infinitésimalement dans la chaleur de son contact. « Je ne suis pas l'homme que j'étais il y a 3 ans, Nora, » murmura-t-il, son pouce traçant la ligne de fatigue sous son œil. « J'étais un mort-vivant. Tu as pris mon fantôme, et tu m'as donné du sang. Je ne te laisserai pas partir. Tout ce que je dois détruire pour vous garder en sécurité tous les 3, je le détruirai. Tu vas déclencher une guerre, » murmura-t-elle, la réalité de ses actions s'imposant à elle. Annuler le mariage avec la famille de Chloé était une insulte. Le syndicat y verrait de l'instabilité. « Alors je la gagnerai, » répondit Declan. Il laissa tomber sa main. La perte soudaine de contact laissa Nora se sentir exposée et froide. « Va prendre une douche chaude, » lui dit-il, reprenant son rôle de tacticien. « Il y a des vêtements propres dans la commode. Essaie de dormir. Demain, tout change. »
Nora hésita, regardant le téléphone cassé dans l'évier, puis l'homme qui venait de mettre le feu à son propre empire pour des enfants qu'il connaissait depuis moins d'une heure. Elle se tourna et descendit le couloir, laissant Declan seul dans la cuisine froide pour trouver comment survivre à la tempête qu'il venait de déchaîner. Nora se réveilla à l'odeur de pain grillé brûlé. Pendant une fraction de seconde, son cerveau n'enregistra pas les draps de haute qualité, ni le silence de mort des murs épais et isolés. Joe paniqua, jetant son bras pour trouver les enfants, mais ne toucha qu'un matelas vide. Elle se redressa d'un bond. Son cœur martelait ses côtes, un bruit violent et écœurant. Le t-shirt gris trop grand qu'elle avait trouvé dans la commode collait à sa peau humide de sueur. Léo, Maya. Elle se précipita hors du lit, ses pieds nus heurtant le parquet froid et poli. Elle sprinta dans le couloir, le silence de l'immense appartement amplifiant sa terreur. Elle tourna au coin de la cuisine et s'arrêta net. La lumière du matin filtrant à travers les baies vitrées était d'un gris dur et impitoyable. La pluie striait encore les vitres. Declan se tenait près de la cuisinière. Il avait jeté la veste de costume ruinée et la chemise trempée. Il ne portait que son pantalon sombre, pieds nus, son large dos lui faisant face. L'étendue de sa peau était une carte de violence ancienne. Une cicatrice en zigzag descendait le long de son omoplate gauche. Une marque de brûlure plissée se trouvait bas sur ses côtes. Il tenait une spatule comme si c'était une arme étrangère. Assis à l'immense îlot de marbre, perché sur de hauts tabourets de barre en cuir, se trouvaient les jumeaux. Maya retirait méthodiquement la croûte d'un toast noirci. Léo fixait le dos de Declan, une expression de profond scepticisme de 4 ans sur son visage. « Ça fume », observa Léo en pointant un doigt collant vers la poêle. Declan jura à voix basse, un mot sec et laid. Il coupa rapidement le gaz et poussa la poêle hors du feu. Il se retourna, raclant une masse jaune, caoutchouteuse et brouillée sur une assiette en porcelaine. Il vit Nora dans l'embrasure de la porte et se figea. Il avait l'air épuisé. De profondes cernes violettes de fatigue ombraient ses yeux gris. Sa mâchoire était couverte d'une barbe sombre et rêche. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Declan semblait totalement dépassé. « J'ai essayé de faire des œufs, dit-il. » Sa voix était un râle-bas, dépourvu de son autorité habituelle. Il baissa les yeux sur la masse caoutchouteuse dans l'assiette. « Je crois que j'ai ruiné la poêle. » Nora ne bougea pas. Le surréalisme de la scène la paralysait. C'était l'homme qui contrôlait les docks, qui négociait des contrats d'armes illégaux dans des hangars d'aéroports privés, qui pouvait faire disparaître un conseiller municipal d'un seul coup de fil. Et il se tenait dans une cuisine stérile de plusieurs millions de dollars, paniqué par un œuf brûlé pendant qu'un bambin le jugeait. « Il les aime baveux », murmura Nora, la voix tendue. Elle s'avança, franchissant la frontière invisible pour entrer dans son espace. « D'accord », dit Declan, reculant instantanément pour lui laisser de la place. Il posa la spatule sur le marbre. Elle laissa une trace grasse. Maya leva les yeux vers Nora. « Il ne sait pas où est le ketchup. »« Je ne pense pas qu'il y ait de ketchup ici, ma puce, » dit Nora, passant une main tremblante dans les cheveux, en désordre de Maya. Elle regardait Declan. « Je peux demander à Tommy d'aller chercher du ketchup », proposa immédiatement Declan, sortant son téléphone de sa poche. C'était un nouveau téléphone, un smartphone noir et élégant, pas celui qu'il avait détruit la nuit dernière. « Je lui ferai apporter un camion entier. »« Ne fais pas ça, » dit Nora en secouant la tête. « Ça va aller. » Elle prit l'assiette d'œufs ruinés et la jeta dans la poubelle en acier inoxydable. Le son banal du grincement de la pédale résonna bruyamment. Declan la regardait. Il regardait la façon dont le t-shirt gris, son t-shirt, tombait sur ses épaules étroites. Il regardait la courbe défensive et protectrice de sa colonne vertébrale, alors qu'elle versait des céréales dans 2 bols qu'elle avait réussi à trouver. L'envie de tendre la main et de la toucher, de vérifier qu'elle était bien solide et réelle, était une douleur physique dans ses mains. « Tommy a appelé il y a 20 minutes, » dit Declan, son ton changeant. Le père maladroit disparut. Le tacticien revint. Le changement dans sa voix fit se hérisser les poils sur les bras de Nora. Elle poussa les bols de céréales devant les enfants. Et le père de Chloé n'a pas seulement accepté la rupture des fiançailles. Il a paniqué. Il a cru que je coupais les ponts parce que j'avais découvert qu'il détournait de l'argent des contrats portuaires. Nora s'agrippa au bord du comptoir en marbre. C'était le cas? Oui, mais je laissais passer à cause de la couverture politique. Declan s'appuya contre le comptoir, croisant les bras sur sa poitrine nue.
Les muscles de ses avant-bras se contractèrent sous sa peau. Il a paniqué et il est allé voir la famille Moretti. Il leur a offert les contrats portuaires s'ils lui fournissaient des hommes de main. Les Moretti. Nora se souvenait de ce nom. Elle se souvenait des appels téléphoniques chuchotés au milieu de la nuit, du sang sur les jointures de Declan il y a 3 ans. « Tu as déclenché une guerre », murmura-t-elle, regardant ses enfants qui grignotaient joyeusement des céréales sèches, totalement inconscients que leur existence venait de déstabiliser la pègre de Chicago. « J'ai mis fin à une alliance », corrigea froidement Declan. « Les Moretti ne m'attaqueront pas directement. Pas encore. Mais ils vont commencer à creuser. Ils voudront savoir pourquoi j'ai rompu le contrat. » Il se détacha du comptoir et s'approcha d'elle, sa voix tombant à un murmure bas et intense. « C'est pourquoi vous ne quitterez pas cet appartement. Personne ne connaît l'existence de cet endroit, à part Tommy et mon bras droit, Sullivan. J'ai un travail, Declan, dit Nora, une bouffée de l'ancienne panique montant dans sa poitrine. Je dois être au restaurant à midi. Si je ne me présente pas, Pete me renverra. Nous avons besoin de cet argent. Tu n'as pas besoin d'argent, lança Declan, le volume soudain faisant tomber la cuillère de Léo. Elle claqua bruyamment contre le bol. Declan tressaillit au son. Il ferma les yeux, pinçant l'arête de son nez, forçant physiquement sa colère à redescendre. Quand il rouvrit les yeux, la colère avait disparu, remplacée par une supplication désespérée qui semblait complètement étrangère sur son visage dur. « Tu n'as pas besoin d'argent, Nora, » répéta-t-il, doucement cette fois. Il tendit la main et lui saisit doucement le poignet. Son pouce effleura le pouls frénétique qui battait sous sa peau. « J'ai des millions sur des comptes offshore. J'ai de l'argent liquide dans les murs. Toi et les enfants n'aurez plus jamais à regarder une étiquette de prix pour le reste de votre vie. » Nora retira son poignet. « Il ne s'agit pas d'argent, Declan. Il s'agit de contrôle. Je n'échange pas une prison contre une autre. C'est un sanctuaire, pas une prison. »« Jusqu'à quand ?» demanda-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. Elle garda sa voix à un murmure rauque, pour que les enfants n'entendent pas. « Jusqu'à ce qu'ils découvrent leur existence. Jusqu'à ce que quelqu'un mette une bombe sous ta voiture. J'ai vécu cette peur pendant 2 ans avec toi, Declan. Je ne le ferai pas avec mes enfants. » La lourde porte d'entrée blindée au bout du couloir sonna, un bip électronique aigu, le bruit d'une carte magnétique glissant dans la serrure. Declan se figea. L'air de la pièce sembla se transformer en glace. Il n'avait pas appelé Tommy, et Tommy aurait frappé. Declan bougea avec une vitesse terrifiante. Il poussa Nora en arrière, plaçant son corps entre elle et le couloir. « Emmène-les dans la chambre. Verrouille la porte. »« Maintenant, Declan, pourquoi on se cache ?» demanda Maya, sa lèvre inférieure tremblant, alors que Nora l'attrapait sous les bras et la descendait du tabouret. « On joue à un jeu, ma puce !» mentit Nora doucement, sa voix ne tremblant qu'à peine. Elle hissa Léo sur son autre hanche. Le poids combiné des 2 bambins lui tiraillait le dos, mais l'adrénaline inonda son système, transformant son sang en eau glacée. Elle ne courut pas. Courir faisait du bruit. Elle recula dans le couloir, ses yeux rivés sur Declan. Declan passa la main sous le rebord en marbre de l'îlot de cuisine. Il y eut un léger clic. Quand sa main réapparut, il tenait un Glock 19 noir avec silencieux. Il n'avait pas été désarmé du tout. Il l'avait caché dans la cuisine dès leur arrivée. La lourde porte d'entrée s'ouvrit avec un sifflement pneumatique. Des pas résonnèrent sur le parquet. Lent, délibéré, le grincement de cuir italien cher. « Patron !» appela une voix. Elle était douce, presque aristocratique, totalement déplacée pour un homme qui gagnait sa vie en brisant des rotules. « Sullivan !» Declan ne baissa pas l'arme. Il la garda pointée à hauteur de poitrine, sortant de la cuisine pour entrer dans le vaste salon. Nora atteignit la porte de la chambre. Elle la poussa, fit entrer les enfants et la referma. Mais elle ne la laissa pas se verrouiller. Elle laissa une fente de 2 centimètres, regardant à travers. Elle ne pouvait pas s'enfermer dans une boîte sans savoir ce qui se passait. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Sullivan s'arrêta au centre du salon. C'était un homme grand, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, portant un parapluie mouillé. Il regarda l'arme dans la main de Declan, puis haussa les sourcils dans un geste de légère offense. « Un peu nerveux ce matin, n'est-ce pas, Dec ?» demanda Sullivan, secouant son parapluie sur le parquet immaculé. « Comment as-tu passé, Tommy ?» demanda Declan. Sa voix était une ligne plate et morte. « Tommy est loyal, mais il n'est pas stupide. Je suis ton second. Il m'a laissé monter.
Les yeux de Sullivan passèrent derrière Declan, vers la cuisine. Il renifla l'air. Je sens les œufs brûlés. Et est-ce que c'est de la poudre pour bébé? Le doigt de Declan se resserra infinitésimalement sur la détente. Pourquoi es-tu ici, Sully? Pour t'empêcher de commettre un suicide professionnel, lança Sullivan, son vernis lisse se fissurant. Il jeta le parapluie sur un fauteuil blanc. Le père de Chloé vient de retirer son soutien. Les Moretti se mobilisent dans le sud. Tu as disparu pendant 12 heures et tu as saboté une alliance de plusieurs millions de dollars. Les capots posent des questions, Declan. Ils veulent savoir si tu as perdu la tête. Dis-leur que la fusion ne me convenait plus. Oh, épargne-moi tes mystères. Sullivan fit un pas en avant. Il ne s'agit pas d'affaires. Il s'agit de ce que Tommy a vu hier soir. Il me l'a dit, Declan. Une femme et 2 enfants. Le silence qui suivit fut suffocant. À travers la fente de la porte, Nora arrêta de respirer. Elle plaqua sa main sur sa bouche pour étouffer tout son. Derrière elle, Léo était assis sur le bord du lit, balançant ses jambes. « Tommy parle trop », dit Declan doucement. Tommy était terrifié parce qu'il sait ce que la commission fera s'il découvre que tu as des héritiers non autorisés qui courent partout. Les yeux de Sullivan se durcirent. Calculateur, tu les as cachés. Pendant 3 ans, tu avais une famille de l'ombre pendant que nous saignions pour ce syndicat. Qui est-elle? Une fille que tu as mise enceinte? Le changement chez Declan fut microscopique mais catastrophique. Il ne cria pas. Il n'argumenta pas. Il franchit les 3 mètres qui les séparaient dans un flou de mouvements terrifiants et mortels. Sullivan eut à peine le temps de lever les mains. Declan l'attrapa à la gorge avec sa main libre, soulevant l'homme entièrement du sol. Les mains de Sullivan griffèrent frénétiquement le poignet de Declan, ses yeux exorbitaient alors que sa trachée était écrasée. Declan le projeta en arrière contre le mur gris. La cloison sèche se fissura sous l'impact, une toile d'araignée de plâtre poudrant le costume cher de Sullivan. Declan pressa l'acier froid du silencieux directement sous le menton de Sullivan, forçant la tête de l'homme en arrière, jusqu'à ce que son cou soit exposé et tendu. « Dis un mot de plus sur elle », murmura Declan, son visage à quelques centimètres de celui de Sullivan, ses yeux gris morts et semblables à ceux d'un requin. « Et je te ferai exploser la mâchoire à travers le plafond. » Sullivan haleta, un son pathétique et étranglé, ses jambes donnant des coups de pied inutiles contre le parquet. Depuis la chambre, Nora observait la violence qu'elle avait fuie, la brutalité brute et non filtrée de l'homme qu'elle aimait. Son estomac se retourna violemment, mais en même temps, une vague primale et indéniable de sécurité la submergea. C'était un monstre, oui, mais c'était son monstre. Il détruisait une menace pour leurs enfants. La contradiction la déchira en deux. « Dis, Dec », suffoqua Sullivan, son visage devenant d'un violet marbré. « La commission, ils les tueront. Tu sais qu'ils le feront. Tu ne peux pas les protéger. Ici. » Declan fixa les yeux de Sullivan. Il y vit la vérité. Sullivan ne le menaçait pas seulement. Il énonçait un fait. Le syndicat était une machine. Il ne permettait aucune vulnérabilité. Dès que les Moretti ou la commission découvriraient les jumeaux, ils deviendraient un moyen de pression. Ils deviendraient des cibles. Ils pouvaient tuer Sullivan maintenant. Ils pouvaient enterrer le corps. Mais il y avait 100 autres Sullivan. Il y avait 1000 soldats. Ils ne pouvaient pas tous les tuer. Il ne pouvait pas être le roi du fret de Chicago et un père. Les 2 trônes s'excluaient mutuellement. Declan relâcha lentement sa prise. Il laissa Sullivan tomber au sol. Le bras droit s'effondra, se tenant la gorge, toussant violemment, aspirant des bouffées d'air saccadées dans ses poumons en feu. Il leva les yeux vers Declan avec une terreur pure. Declan recula, baissant l'arme. La violence sauvage quitta sa posture, laissant un homme qui semblait soudain très, très fatigué. « Dis au capot de se réunir à l'entrepôt ce soir, » dit Declan, la voix creuse. « Tous. Dis aux Moretti d'envoyer un représentant. » Sullivan se frotta la gorge meurtrie, le regardant depuis le sol. « Qu'est-ce que tu fais, Declan? »« Je leur donne tout, » dit Declan. Il ne regarda pas Sullivan. Il regarda vers le couloir, ses yeux se fixant sur la légère fente de la porte de la chambre. Il savait que Nora regardait. Les ports, les clubs, le territoire. « Je me retire. » Sullivan arrêta de tousser. Il regarda Declan comme s'il était fou. « Tu ne peux pas simplement te retirer. Ils te tueront pour régler les derniers détails. »« Ils peuvent essayer, » dit Declan, son regard ne quittant jamais la fente de la porte. « Mais je leur donne les clés du royaume. Ça m'achète une sortie. Tu voulais être le patron, Sully. Félicitations. C'est à toi. »
Il tourna le dos à son bras droit, un signe flagrant de renvoi, et se dirigea vers la chambre. L'odeur de vieille pluie et d'asphalte mouillé emplit l'air alors que Tommy chargeait le dernier sac de sport à l'arrière d'un Ford Explorer, bleu foncé, tout à fait banal. Il n'était pas blindé, il n'avait pas de vitres teintées. C'était le genre de voiture que l'on perd sur un parking de supermarché. Declan se tenait dans l'ombre du garage d'Astor Street, le regardant. Il avait troqué son pantalon sur mesure contre un jean usé et un pull sombre et épais. Il ressemblait à un civil. C'était comme porter la peau de quelqu'un d'autre. Nora attachait les jumeaux dans leur siège auto à l'arrière. Elle bougeait avec une urgence calme et efficace. Elle n'avait pas dit un mot depuis qu'il avait annoncé son abdication à Sullivan. Tommy claqua le coffre. Le bruit résonna dans la boîte de béton. Il se dirigea vers Declan. Le fidèle exécuteur semblait perdu. « Patron, je veux dire Declan. » Tommy déglutit difficilement. « Sully déplace déjà des hommes dans les clubs du South Side. Les Moretti ont accepté les contrats portuaires. Ils ont mordu à l'hameçon. Ils sont tellement occupés à se battre pour les miettes qu'ils se fichent de savoir où tu es. »« Fais en sorte que ça reste comme ça, Tommy, » dit Declan, sortant une épaisse enveloppe de sa veste et la lui tendant. « Il y a 100 000 $ là-dedans, en liquide. Quitte Chicago. Achète un bar en Floride. Tu ne veux pas travailler pour Sully. Il n'a pas l'estomac pour une vraie guerre. » Tommy prit l'enveloppe, son poids lourd dans ses mains calleuses. « Où est-ce que tu vas? »« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Declan. Il ne le savait pas. Pour la première fois depuis ses 16 ans, il n'avait pas de plan, pas de territoire à défendre, pas d'ennemi contre qui comploter. Il était complètement détaché. C'était terrifiant. Tommy hocha lentement la tête. Il regarda par-dessus Declan vers le Ford Explorer, observant Nora caresser la joue de Maya avant de fermer la lourde portière. « C'est une dure à cuire, patron. Bonne chance. »« Ouais, j'en aurai besoin. » Declan se dirigea vers le côté conducteur de l'Explorer. Il ouvrit la portière et se glissa derrière le volant. Les sièges en tissu semblaient bon marché et rêches après des années de cuir sur mesure. La voiture sentait le café rance et le désodorisant générique. C'était parfait. Nora était assise sur le siège passager. Elle fixait droit devant elle la tôle ondulée de la porte du garage. Declan mit la clé dans le contact, mais ne la tourna pas. Le silence dans la voiture était épais, lourd de 3 ans de trahison, d'une matinée de violence et du poids stupéfiant du sacrifice qu'il venait de faire. « Tu as tout réduit en cendres, » dit Nora doucement, sa voix sans inflexion. « Je t'avais dit que je le ferais, » répondit Declan. Il posa ses mains sur le volant en plastique. Ses jointures étaient meurtries par la gorge de Sullivan. « Je ne peux pas effacer les 3 dernières années, Nora. Je ne peux pas effacer les choses que j'ai faites, mais le syndicat est mort pour moi. L'argent, le pouvoir, le nom, tout a disparu. » Il se tourna enfin pour la regarder. Ses yeux gris étaient mis à nu, vulnérables d'une manière qui lui coupa le souffle. « Je ne sais pas comment être un père, » avoua-t-il, le gravier dans sa voix se brisant. « Je ne sais pas comment faire ça, mais si tu me laisses quitter cette ville avec toi, je passerai le reste de ma vie à l'apprendre. Pas de mensonges, pas de sang, juste nous. » Nora tourna la tête. Elle regarda ses mains meurtries, puis les traits vifs et épuisés de son visage. Il n'était pas le roi de la mafia raffinée qu'elle avait quitté. C'était un homme brisé et dangereux qui venait de se couper les membres pour protéger ses enfants. Ce n'était pas un conte de fées. La confiance était brisée, recollée avec de l'adrénaline et du désespoir. Ils étaient maintenant des fugitifs d'un autre genre. Ce serait compliqué, ce serait difficile, mais en le regardant, elle ne sentait pas le goût métallique du sang, ni l'odeur écœurante du parfum de jasmin de Chloé. Elle sentait juste la pluie et l'odeur faible et familière du garçon qui lui volait ses plats à emporter. Nora tendit la main par-dessus la console centrale. Sa main tremblait légèrement. Elle posa ses petits doigts pâles sur ses jointures balafrées. « Conduis !» murmura-t-elle. Declan tourna la clé. Le moteur rugit. Il appuya sur le bouton du pare-soleil et la lourde porte de garage en acier s'enroula, révélant les rues grises et délavées par la pluie d'une ville qui ne lui appartenait plus. Il passa la première, s'inséra dans l'anonymat de la circulation et ne regarda pas en arrière. Declan a abandonné un empire criminel entier pour une famille qui l'a fui pendant 3 ans. Était-ce le sacrifice ultime ou juste le début d'un tout nouveau cauchemar? Un monstre peut-il vraiment laver le sang de ses mains et devenir un père? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que Nora a fait le bon choix en le laissant les emmener? Si ce drame mafieux brut et intense vous a tenu en haleine,
explosez ce bouton j'aime, partagez cette histoire avec vos amis, et abonnez-vous pour ne jamais manquer une autre histoire originale à couper le souffle.